À la une de l'actualité ce 2 janvier, l'audition du chef de file de l'opposition politique par la gendarmerie nationale. Zéphirin Diabré a été entendu ce matin par rapport à la plainte qu'il a déposée contre le ministre de la Sécurité pour notamment détention illégale d'armes à feu et menaces contre sa personne et des militants de son parti, l'UPC. À l'entame de la nouvelle année, le bilan de celles écoulées, satisfaction pour certains, déception pour d'autres. Vous entendrez des Ouagalais apprécier 2017 et formuler leurs vœux pour 2018. Les dirigeants africains, eux aussi, sont au bilan. Dans ce journal, un point sur les discours de fin d'année des présidents ivoiriens, gabonais et camerounais. Bonsoir à toutes et à tous. Zéphirin Diabré maintient sa plainte contre Simon Compaoré. C'est ce qu'on peut retenir de l'audition ce matin du président de l'UPC par la gendarmerie nationale. Le chef de file de l'opposition politique, tout aussi catégorique devant les journalistes à l'issue de son audition. Le ministre de la Sécurité doit être démis de ses fonctions, a-t-il lancé à la presse. Abdourazak Traoré. Après environ 1 heure d'entretien avec les gendarmes du camp Paspanga, c'est un Zéphirin Diabré plus que jamais déterminé à obtenir l'aboutissement de la plainte déposée contre Simon Compaoré dans le dossier qualifié d'affaire tranquillos par l'opposition. Les gendarmes ont voulu connaître les circonstances qui ont amené l'opposition politique à déposer cette plainte. Ils ont également demandé à Zéphirin Diabré s'il souhaitait toujours maintenir la dite plainte. Les hommes de tenue ont aussi questionné le chef de file de l'opposition sur l'authenticité de la vidéo qui fait objet de polémique. J'ai dit, comme vous aussi, que cette vidéo est authentique, non seulement parce que quand on le regarde sur le plan technique, on voit bien que ceux qui sont filmés savaient qu'ils étaient filmés, mais surtout que quand M. Koulibaly est allé sur cette terre dans la Comore pour tenir des meetings, il a reconnu que c'est son propre fils qui avait donc publié cette vidéo, a filmé cette vidéo-là. Il avait donc ensuite répercuté à travers les réseaux sociaux. Donc pour nous, la véracité n'est pas donc remise en doute. Nous, dans cette affaire-là, nous souhaitons que la loi soit dite dans toute sa plénitude parce que nul n'est au-dessus de la loi. Et que les dispositions de la loi donc, qui punissent le fait qu'un civil se promène avec des armes de guerre là, soient appliquées. Au-delà de l'aspect juridique, c'est-à-dire obtenir la condamnation de Simon Compaoré à la fin, Zéphirin Diabré veut une solution politique. En clair, il signe et persiste, le ministre de la Sécurité doit quitter le gouvernement. Parce que Simon Compaoré ne fait pas ça en tant qu'individu, il le fait en tant que ministre. Et il n'est pas devenu ministre lui tout seul, c'est quelqu'un qui l'a nommé comme ministre. C'est le président Roch Kaboré qui lui a confié ce ministère-là. Donc il est quelque part responsable des agissements de son ministre. Quand on confie ces fonctions-là à des gens qui sont d'une grande légèreté et d'une grande incompétence comme ce monsieur-là, on doit être capable le moment venu d'en tirer toutes les conséquences. C'est du reste pour ça que, comme on l'a fait plusieurs fois et encore à l'occasion de nos vœux, nous avons demandé en tant qu'opposition que ce monsieur soit déchargé de ses fonctions à la tête du ministère de la Sécurité, parce que d'après nous, il n'a ni les compétences, ni la stature, ni ce qu'il faut pour conduire ce ministère-là dans cette phase délicate de notre pays-là où nous sommes en combat contre les forces du mal, je veux dire les forces du terrorisme. Tout autour du camp Paspanga ce matin du 2 janvier, des militants des partis affiliés au CEFOP. Ils sont venus soutenir leur président dans un combat où ils sont défendus car ce sont eux qui sont menacés dans la vidéo en cause, disent-ils. Zéphirin Diabré, qu'ils ont d'ailleurs escorté jusqu'à son bureau à la zone du bois. A noter que Simon Compaoré, ministre d'État, ministre de la Sécurité, sera face à la presse le 8 janvier prochain pour dresser le bilan des actions de son département et décliner les perspectives pour 2018. Le torchon brûle entre les membres de la Mandé, la Maison des associations et mouvements pour le développement des hauts bassins, la pomme de discorde, le processus de dédommagement des populations affectées par la réalisation du barrage de Samandéni. Explication Thomas Yao, Alfred Thuye. C'est un face à la presse pour éluder la crise qui oppose les membres d'une même maison. La maison des associations et mouvements pour le développement des hauts bassins est en feu et pour cause des actions menées par certains membres dans le cadre du dédommagement des personnes affectées dans l'emprise du barrage de Samandéni et qui tendent à remettre en cause la crédibilité de la MAMDé. Depuis un certain temps, sans consultation des autres membres de l'association,
des activités sont organisées au nord de la Mandé par certaines personnes appartenant à notre structure, bien sûr, de nature à discréditer tous les membres. Les activités décidées et conduites par ces personnes au nord de la Mandé s'écartent des objectifs et missions que la Maison d'association et Mouvement pour le développement s'est assigné. En lieu et place de ces missions, certains camarades se sont transformés en héros solitaires pour aller s'aimer les graines de la division et de la discorde entre populations, privilégiant les intérêts personnels. Et cela n'est un secret pour personne puisqu'il le clame à ceux qui veulent l'entendre. L'affaire, on peut citer entre autres l'affaire du dédommagement des personnes affectées dans l'emprise du barrage de Samandeni. Nous avons également la crise de Kalangasso-Vigué, dont la Mandé est négativement perçue. Face à ce qu'il considère comme des actes isolés d'héros solitaires, le bureau de la Mandé met ses membres face à ses responsabilités. L'ingérence de la Mandé dans ces crises est l'œuvre solitaire des membres bien connus de notre association qui ont choisi de fouler aux pieds les fondements démocratiques de la structure. Au vu de l'ensemble de ces pratiques sur le terrain, nous nous sommes désolidarisés des agissements non concertés de ces camarades qui ternissent l'image et la crédibilité de tout un groupe. Nous nous démarquons donc des actes de ces membres et des actions qu'ils auraient à poser dans le futur. La conférence de presse a failli tourner au vinaigre lorsque les héros solitaires, selon les termes du secrétaire général, ont voulu l'interrompre. L'Union nationale des associations des parents d'élèves du secondaire et du supérieur du Burkina était cet après-midi au Premier ministère. Elle est allée plaider auprès du chef du gouvernement pour la reprise des cours dans les écoles et les lycées publics du Burkina. On le sait, depuis le 29 novembre 2017, les syndicats des enseignants de l'éducation ont décidé de l'arrêt de toute activité pédagogique jusqu'à la satisfaction de leur plateforme revendicative. Plus de cours, plus d'évaluation, l'UNAPESB craint une année blanche. Son président, à l'issue de l'audience avec le Premier ministre, s'exprime au micro de Luc Pakbelgem. Nous avons eu l'honneur et le privilège d'être reçus par son Excellence M. Paul Kabatieba, Premier ministre, chef du gouvernement, avec qui nous avons donc échangé sur les préoccupations des parents d'élèves et d'étudiants, sur les grèves récurrentes et l'incivisme scolaire et en milieu scolaire et universitaire. Nous avons discuté avec lui et surtout, nous lui avons fait comprendre les craintes et les inquiétudes que nous, parents d'élèves, nous avons au regard donc de ce que je viens de vous dire, grève récurrente, sitting, marche meeting, depuis quelques semaines que nous vivons, que nous constatons au niveau donc de nos universités, au niveau donc de nos écoles primaires et secondaires. À l'issue de cette visite, nous souhaitons que la rentrée scolaire qui doit en principe avoir lieu le 4 janvier prochain, qu'elle soit plus sereine, que nos enfants reprennent sereinement le chemin de l'école, le chemin donc des cours, qu'il y ait donc des évaluations, qu'il y ait donc des cours et que les choses reviennent à la normale afin que les parents d'élèves et d'étudiants qui ont consenti à d'énormes sacrifices pour le bien de leurs enfants, de leurs élèves, ne soient pas vraiment mis en pâture. Mais des actions ont été entreprises depuis quelques semaines, nous au niveau donc, de l'UNAPESB, des actions au niveau donc, des 13 régions donc, du Burkina Faso, où nous avons donc rencontré les différentes coordinations régionales, les APE de base, et avec, au niveau donc, de la coordination régionale du centre également, nous menons des actions dans le sens donc, de l'apaisement, dans le sens donc, de trouver des solutions idoines à la reprise donc, des cours au niveau donc, scolaire et universitaire. Vous savez, à l'endroit des syndicats, nous avons rencontré la coordination nationale des syndicats de l'éducation, avec qui nous avions donc partagé les sentiments de crainte, les sentiments d'inquiétude face à une éventuelle année blanche. Et nous leur avons dit que nous sommes franchement inquiets et qu'il faudrait qu'à leur niveau, ils mettent un peu d'eau dans leur vin pour que
vraiment, nous ne connaissions pas une année blanche qui serait vraiment dommageable à tout ce que nous sommes en train de bâtir, de construire pour notre système éducatif burkinabé. Droit humanitaire international, droits humains, deux notions distinctes mais qui portent souvent à confusion au Burkina Faso. Sur la question, les acteurs de la justice sont tenus, avant d'entamer 2018, à accorder leur violon avec celui de leur père de la CEDEAO, notamment Roméo Quetta. Le droit humanitaire international, encore appelé droit de la guerre ou encore droit des conflits armés, est un ensemble de règles internationales qui visent à atténuer la souffrance des populations en temps de conflits armés. Mais au Burkina Faso, dans les textes, la différence entre le droit humanitaire international et les droits humains n'est pas assez distincte. C'est donc pour se conformer à la vision internationale, notamment à celle de la CEDEAO sur la question, que se tient cette rencontre. Il s'agit pour ces acteurs, œuvrant dans le domaine des droits humains et du droit humanitaire international, de valider le projet du plan d'action 2018-2022 de mise en œuvre du droit des conflits armés. Au Burkina, le droit international humanitaire suit les droits humains, alors que ces deux corps de règles tout à fait différents, des origines différentes, des modes de fonctionnement différents, des sources de règles tout à fait différentes. Et alors, il faudrait que, en plus des droits de l'homme, qui certainement doivent être fondamentalement protégés, il faudrait que l'on définisse une façon de conduire la politique en matière de droit international humanitaire. Donc il ne s'agit pas de faire doublon, mais de faire quelque chose à part, parce que c'est un domaine à part également. À partir de cette rencontre, il s'agit aussi de fixer les objectifs stratégiques qui vont guider la politique du Burkina Faso dans les 5 prochaines années en ce qui concerne le droit international humanitaire. L'objectif étant de mettre en conformité le cadre juridique national avec les conventions internationales du DIH ratifiées par le Burkina Faso. Cette année, le ministère en charge de la femme compte travailler davantage à la promotion de l'entrepreneuriat féminin, à la protection des droits des femmes et à l'insertion socio-professionnelle des enfants et des jeunes en difficulté, entre autres. Pour la réalisation de l'ensemble de son programme 2018, le département de l'Orzongo a besoin de plus de 9 milliards de francs CFA. En 2017, le programme a été exécuté à 72,49%, car l'argent a fait défaut et les mouvements d'humeur des travailleurs n'étaient pas pour arranger les choses. Natacha Ouedraogo. 300 enfants en situation de rue retirée, 250 enfants victimes de traite ou à risque intégrés, 500 femmes rurales dotées en intrants agricoles, plus de 30 000 personnes vulnérables victimes de catastrophes accompagnées. Ce sont entre autres les grandes actions menées par le ministère en charge de la femme en 2017. Malgré des difficultés rencontrées, le taux d'exécution du programme 2017 est de 72,49%. Ce bilan est fait au cours du deuxième CASEM, le conseil d'administration du secteur ministériel, de la femme, de la solidarité nationale et de la famille. Tout ceci ne s'est pas passé sans difficulté. Nous avons une des difficultés qui est liée aux ressources financières, le budget. Notre département assez spécifique avait quand même moins de 1% du budget de l'État. Il y avait aussi les mouvements de grève par-ci, par-là. Notre département n'a pas été en reste. Au cours de toute l'année 2017, nous avons enregistré au total 13 jours d'arrêt de travail de la part de nos partenaires sociaux. À ce deuxième CASEM du ministère en charge de la femme, il y a aussi au menu l'adoption du programme d'activité 2018, d'où le thème « La mise en œuvre du budget programme au sein du ministère de la femme, de la solidarité nationale et de la famille, rôle et responsabilité des acteurs ». Le thème de ce CASEM, vraiment, s'est focalisé sur le budget programme. Donc nous avons pensé que si le personnel du ministère de la Femme, de la Solidarité nationale et de la famille maîtrise tous les contours, les tenants et les aboutissants du budget programme, nous allons performer davantage au cours de l'année 2018. C'est pourquoi nous n'avons pas hésité un instant de solliciter auprès du ministère des Finances un communicateur qui va vraiment nous entretenir au cours de ce deuxième CASEM-là sur tous les contours du budget programme. Et au sortir de ça, nous allons vraiment être outillés pour mieux faire et mieux mettre en œuvre
exécuter notre budget 2018 que ce que nous avons fait cette année. En 2018, le ministère compte mettre l'accent entre autres sur la promotion de l'entrepreneuriat féminin, la protection des droits de la jeune fille et de la femme, l'insertion socio-professionnelle des enfants et jeunes en difficulté et l'amélioration des conditions de vie des personnes handicapées. Pour mettre en œuvre ce programme 2018, le coût global prévisionnel est de plus de 9 milliards de francs CFA. De façon individuelle, chacun de son côté évalue l'année écoulée, se projette sur la nouvelle. Entre satisfaction et déception des Ouagalais, à qui Natacha Ouedraogo a tendu son micro ce matin, se prête à l'exercice. On fait le point sur leurs différents sentiments. Mardi 2 janvier 2018, premier jour de travail de l'année pour les Burkinabés. Après l'euphorie des fêtes, l'heure est venue pour eux de se remettre au boulot. Mais pour bien commencer l'année, un bilan s'impose. Alors, comment a été l'année 2017 pour les Ouagalais? 2017, c'était une année tellement positive qu'on ne peut pas imaginer, parce que bien vrai que c'était l'année de travail, c'était l'année de prospérité, et on souhaite encore que 2018 soit l'année de notre année. Pas à 100% en tout cas, mais pour le minimum, en tout cas, on a pu les réaliser. Franchement, c'est une bonne année. En tout cas, on prie Dieu beaucoup. Comme on a la santé, on a eu un peu de besoins. Donc, on prie Dieu que 2018 là, soit le plus meilleur que 2017. Chez moi, oui, chez moi, ça va. Chez moi, ça va. Il y a eu la santé, on a fêté, et puis voilà, c'est du bon là. Bon, ça a été bon. Ouais, on peut dire ça comme ça. Ouais, placard de Dieu, ça a été bon. Si pour Fulbert, Kalem, Boukari, Abdoulaye et Issouf, tout a été positif en 2017, tel n'est pas le cas pour Esther Ouedraogo. Pour cette jeune pompiste, l'année a été très dure. En tout cas, ça a été dur. Vraiment, en venant, par exemple, si mes clients même viennent comme ça, je sais que ça ne va pas. Par exemple, si une voiture vient mettre 700 ou 1000 francs, toi-même, je sais que ça ne va pas. En plus, toutes les choses sont devenues chères. Comme elle, ils sont nombreux ces Ouagalais pour qui 2017 a été une année charnière. Non, l'année n'a pas été du tout bonne chez moi. Parce que moi-même, je n'ai pas fêté. Même un poulet, je n'ai pas pu payer. Un poulet, je n'ai même pas pu payer. Donc l'année a été mauvaise pour moi. Mes objectifs, c'était qu'en 2017, au moins que je puisse aller en Chine, à l'extérieur pour envoyer ma marchandise pour pouvoir revendre. Malheureusement, je n'ai pas pu le faire. L'année 2017 a été très difficile pour moi. Ces objets que je fabrique, personne ne les achète. J'ai eu du mal à scolariser mes enfants et même à les nourrir. L'année était vraiment dure. Bilan positif pour certains, négatif pour d'autres, une chose est sûre, 2018 s'annonce sous de meilleurs auspices. Omar, par exemple, envisage des voyages à l'international pour renforcer son business. Je souhaite que Dieu n'a qu'à m'aider avec beaucoup d'argent. Je vais aller en Chine aussi, ou soit en Dubaï pour amener les affaires pour vendre. C'est dans leur traditionnel discours de fin d'année que les dirigeants du monde font généralement leur bilan et annoncent des actions fortes pour la nouvelle année. Les présidents africains n'ont pas dérogé à la règle. Nos confrères d'Africa News se sont intéressés particulièrement aux déclarations d'Alassane Ouattara, Ali Bongo et Paul Biya. Comme à chaque fin d'année, ils n'ont pas dérogé au traditionnel discours à la nation, une façon pour les chefs d'État africains de dresser le bilan de l'année écoulée. Au Cameroun, impossible pour Paul Biya de faire l'impasse sur la crise anglophone qui divise le pays. Il s'adresse aux Camerounais, aspirant au vivre ensemble. C'est soucieux de cette aspiration que j'ai créé la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, dont le rôle dans la promotion de notre vivre ensemble sera essentiel. C'est également dans la même optique que j'ai demandé au gouvernement, dès le début de la crise,
d'engager un dialogue constructif avec les enseignants et les avocats anglophones dans le but de rechercher des solutions à leurs revendications. De son côté, le président du Gabon a appelé le peuple à tourner la page de la crise post-électorale afin d'aller de l'avant. Durant l'année écoulée, ce qui nous sépare a eu tendance à prendre le pas sur ce qui nous unit. Cela, je ne le tolérerai jamais. Je suis déterminé à tout mettre en œuvre pour raffermir notre unité, retrouver notre cohésion. 2018, une année capitale pour le Gabon à cause des législatives du mois d'avril. Ali Bongo a souhaité que le peuple dégage une majorité claire à l'Assemblée nationale. C'est à travers les députés que les citoyens sont représentés. Cette architecture, c'est celle de notre démocratie. Il faut donc la respecter et non tenter à tout propos de la déstabiliser. En 2018, je vous invite donc à vous exprimer. À vous exprimer comme dans toute démocratie digne de ce nom, avec un bulletin de vote quel qu'il soit. Et puis, grands travaux du côté de la Côte d'Ivoire où Alassane Ouattara prévoit la construction de nombreuses infrastructures sanitaires à travers le pays, dont 6 CHU et 200 centres de santé. Le président ivoirien a par ailleurs annoncé un investissement de 133 milliards de francs CFA dans le secteur de l'éducation, financement qui servira à la construction et à l'équipement de 15 nouveaux établissements d'enseignement technique et professionnel à travers le pays. Lorsque le papillon se réveille le matin, il ne se demande pas s'il est beau, si les autres l'aiment ou s'il peut réussir. Il déploie tout simplement ses ailes et s'envole. Si vous laissez peser sur vous le poids de la critique et des préjugés, il vous sera difficile, voire impossible de vous réaliser. Merci de votre attention. À demain.